Bien, mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc nous sommes 5 sur cette table. Moi, je vais juste modérer, c'est le rôle le plus simple. J'avais moins de choses à préparer. Donc, je suis Guillaume André, je suis docteur en pharmacie, je suis nutritionniste. J'interviens souvent auprès des gens qui interviennent auprès des personnes âgées pour les former sur la dénutrition. Et je suis professeur permanent ici, enseignant permanent ici. Je m'occupe de tout ce qui est formation continue et développement du lien avec le monde professionnel. Première intervention, celle du docteur Vincent Oudlaoudia, qui et pour les Vendéens, c'est intéressant et c'est sympathique de vous avoir, puisque vous avez été médecin généraliste pendant plus de 10 ans à Saint-Hilaire-de-Loulay, avant de devenir praticien hospitalier, chef du service de gériatrie au CHU de Nantes, et actuellement président du Gérontopôle des Pays de la Loire. Je vous cède la parole sur les actualités politiques. Bien, merci Guillaume. Madame la vice-présidente du conseil départemental de Vendée, Madame la présidente de l'association des maires et présidents de communauté de Vendée, Monsieur le secrétaire général de l'ICES, que je ne m'aperçois plus, Monsieur le président du conseil scientifique de l'ICES, Monsieur le président fondateur du Gérontopôle, mon cher Gilles, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que le Gérontopôle a été associé à l'organisation de ce colloque sur un thème qui est important, celui du bien vieillir en Vendée. Nous avons eu la chance de travailler avec des personnes de qualité, en la personne de Guillaume André, et puis avec l'équipe du Gérontopôle qui est ici présente, que vous retrouverez dans les ateliers aux côtés d'autres intervenants. En première partie de ce colloque, il m'a été demandé de faire un point sur les actualités politiques à la suite de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Alors, après un rappel de quelques notions en lien avec le vieillissement, je reprendrai les principales dispositions de cette loi avant d'évoquer avec vous le résultat plus actuel de la concertation Grand Âge et Autonomie, dont le rapport a été remis fin mars à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, par Monsieur Dominique Libault, qui est conseiller d'État et directeur général de l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Mais d'abord, nous allons faire un bref retour, si vous voulez, sur la définition du vieillissement, sur ses réalités démographiques et sur quelques particularités des personnes âgées. Le vieillissement, c'est une définition difficile à donner. Je vous en propose plusieurs. La première est celle-ci. Vieillir, c'est tellement perdre soi, perdre les autres, perdre son insertion sociale et professionnelle, que l'on oublie aussi que vieillir, c'est inventer des solutions pour survivre, inventer des solutions pour dégager des conditions de confort relatifs, mobiliser des ressources et des moyens pour se protéger des épreuves à venir. Le vieillissement, ce n'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas quelque chose de dramatique, c'est aussi inventer. Inventer, c'est l'avenir. Cette autre définition est peut-être plus concise, mais elle exprime bien ce que je pense. Vieillir, c'est durer et changer. Et changer, en 2 mots. Donc c'est trouver des ressources en soi, c'est faire un travail personnel pour faire face aux transformations qui surviennent au fil des ans, que ces transformations soient physiques ou psychologiques, et des définitions qui me semblent tout à fait en concordance avec ce que l'on avance. Quelques données démographiques incontournables. La première, c'est celle de la population française de plus de 85 ans. Son augmentation est exponentielle. En 1950, il n'y avait que 200 000 Français qui étaient âgés de plus de 85 ans. 50 ans plus tard, en l'an 2000, il y en avait 1 267 000. Et en l'espace de 20 ans, on va dire 2018, presque 20 ans, nous sommes passés à 2 142 000 environ. Vous voyez que les projections pour 2050, et 2050 c'est demain,
c'est 4 200 000. Mais regardez les écarts entre l'évolution basse, ça serait 2 600 000, et l'évolution haute, ce serait 5 600 000. Donc un nombre important de personnes de plus de 85 ans dont on sait que cet âge est l'âge où la dépendance peut arriver, où la perte d'autonomie peut se manifester de façon relativement plus importante dans une population. La population des 100 ans, c'est encore plus impressionnant. En 1900, il y avait 100 centenaires en France. 50 ans plus tard, quand j'étais enfant, il y en avait 200. Ça n'avait pas beaucoup évolué. Mais regardez, 50 ans plus tard, en l'an 2000, il y en avait 8000. Et 15 ans plus tard, on était passé de 8000 à 22 900, presque 23 000. Vous voyez qu'en 2018, il y a une baisse. Alors pourquoi ? On le comprend bien, la Première Guerre mondiale est passée par là. Déficit des naissances entre 1914 et 1918, ce sont les centenaires qui sont absents aujourd'hui. Déficit des naissances, mais aussi mortalité accrue des hommes soldats, mais aussi des civils qui ont payé un lourd prix à la guerre et à la grippe espagnole, dont je vous rappelle qu'en 1917-1918, elle a tué 30 millions de personnes, c'est-à-dire plus que les combats n'ont tué pendant les 4 ans. Les projections sont importantes. D'abord, on commence à remonter en 2019, en 2020, on va remonter, mais vous voyez que demain, c'est-à-dire en 2030, c'est 50 000 centenaires. Et vous voyez que quand je serai centenaire, nous serons, parce que j'espère en faire partie si je suis en bonne santé, nous serons 139 000 en 2050. Et je ne vous cite pas les chiffres d'après. Donc une démographie qui est incontournable et qu'il faut regarder en face. Quelques notions générales sur les personnes âgées dans notre société. D'abord, l'espérance de vie augmente tout le temps depuis le XVIIIe siècle. On a des registres, les paroissiaux, qui nous permettent d'avoir une connaissance de l'espérance de vie sous Louis XV, sous Louis XVI. Mais l'espérance de vie, elle a toujours augmenté malgré les guerres, elle stagne un petit peu et ça rebondit après. Aujourd'hui, enfin en 2018, au 31 décembre, l'espérance de vie était d'un peu plus de 79 ans pour les hommes, un peu plus de 85 ans pour les femmes. Il y a un différentiel toujours entre les hommes et les femmes. À 65 ans, on a encore une espérance de vie d'environ 20 ans pour les hommes, 23 ans pour les femmes, mais à 90 ans, on a encore une espérance de vie de 4 ans pour les hommes, 5 ans pour les femmes. Le différentiel s'amenuise au fil des temps. Prédominance féminine. 75% des femmes, enfin des personnes plus de 85 ans sont des femmes. Une répartition inégale sur le territoire. Une majorité dans l'ouest de la France, dans le sud de la France, est plus importante en milieu rural qu'en milieu urbain. Et un lieu de vie prédominant, 75% des plus de 85 ans, ça a été dit tout à l'heure par le secrétaire général de l'ICES, 75% des plus de 85 ans vivent à domicile dans un état d'autonomie satisfaisant. Enfin, c'est ce que je disais, vivent en bonnes conditions d'autonomie. Seuls 20%, un petit peu moins de 20% des personnes de plus de 85 ans sont en perte d'autonomie. 1 200 000 Français bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, mais la plupart vivent à domicile, 40% sont en établissement. 4 millions de personnes et plus, dont essentiellement des femmes, enfin majoritairement des femmes, aident un de leurs aînés. Et vous voyez que parmi ces 4 300 000 personnes, 2 800 000 ont une aide quotidienne avec une personne âgée dont ils sont parents ou amis et qui vit à son domicile. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, les aidants, et ça concerne beaucoup de nos concitoyens. Quelles sont les principales dispositions de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement? Elle a été promulguée en décembre 2015 et elle tourne essentiellement ces dispositions autour de 3 axes. Le premier axe, c'est qu'il faut mobiliser toute la société, prendre en compte le défi démographique dans l'aménagement des villes et des territoires, dynamiser la prévention, qu'elle soit individuelle ou collective. Dans le premier sous-chapitre, on va dire, il faut intégrer les problématiques du vieillissement dans l'aménagement des villes et des territoires, il faut l'intégrer dans les programmes locaux d'habitat, il faut l'intégrer dans les programmes de mobilité, c'est-à-dire de déplacement et en particulier les transports urbains. La prévention, elle doit se développer, à la fois au niveau individuel et collectif. Et je prendrai un exemple simplement, il n'y a pas de politique de médicaments pour les personnes âgées.
Pour les médecins, lorsqu'ils ont à soigner un enfant, il y a des médicaments pédiatriques. Mais les médicaments gériatriques, ça n'existe pas encore. Or, on sait très bien que les médicaments, pour une grande partie d'entre eux, ne sont pas adaptés au point de vue dosage à la personne âgée, avec ses spécificités physiologiques qui sont liées à l'âge. Il y a donc beaucoup de progrès à faire dans la prévention, et cet exemple, je le cite, mais il y en a d'autres. Il faut reconnaître l'engagement citoyen des personnes âgées et développer les échanges intergénérationnels. Il faut faire de l'âge un atout pour la croissance économique. Il faut développer, et c'est en cours, la silver economy. Il faut la développer non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau national et à l'export, pourquoi pas. Ça peut favoriser la création d'emplois, ça favorisera certainement la création d'emplois dans tous les secteurs, que ce soit le logement, que ce soit l'aide à domicile, mais que ce soit aussi l'industrie dans le cadre des nouvelles technologies au service de l'âge. Il faut, deuxièmement, accompagner les personnes âgées dans leur parcours de vie et donc revoir l'organisation de notre système de santé avec le développement donc, de la prévention, on l'a dit, mais pas simplement au niveau de la santé, mais aussi au niveau du modèle social et du modèle médico-social, avec une offre de services à domicile sur tous les territoires qui sont importants. La loi recommande dans ses dispositions de vieillir, enfin de favoriser le vieillissement chez soi, avec entre autres une revalorisation de l'APA à domicile, faire du domicile un atout de prévention, adapter les logements, on l'a déjà dit. Mais en ce qui concerne l'APA, ça serait de pouvoir bénéficier d'une augmentation d'heures grâce à cette évolution d'aide à domicile, permettant à plus de personnes de rester plus longtemps à leur domicile. Il faut soutenir les professionnels à travers un plan de modernisation des services à domicile. Non seulement les développer pour développer ces services, mais permettre un renforcement au niveau de chaque acteur dans la prise en charge de plus de personnes avec plus de moyens. Garantir un niveau d'accès aux services à domicile sur l'ensemble du territoire, encore une fois, c'est extrêmement important. Il faut aussi permettre aux personnes âgées d'avoir le choix du modèle d'habitat qui leur convient. Et en particulier aujourd'hui, on parle de plus en plus de développer l'habitat intermédiaire ou regroupé qui peut concerner des personnes ayant encore une autonomie satisfaisante. Moderniser aussi ce qu'on appelait les foyers logements, qu'on appelle aujourd'hui les résidences autonomie, soutenir les proches, soutenir les aidants familiaux en finançant un dispositif d'urgence en cas d'hospitalisation de l'aidant, en permettant d'avoir un accès au répit pour un aidant pour prendre du temps de repos ou pour se faire soigner ou pour se reposer simplement. Il y a certainement beaucoup d'actions à favoriser pour les proches et enfin les aidants familiaux en général. Enfin, le troisième point, c'est favoriser le droit et liberté des personnes âgées, donc agir pour l'autonomie au sens premier du terme. Je me permets de rappeler que lorsqu'on parle d'autonomie d'une personne, quelle qu'elle soit, âgée ou jeune, l'autonomie, c'est la capacité à gouverner sa vie, c'est la capacité à faire ses choix. Ce n'est pas se laver, se déplacer, s'habiller, etc. Non, c'est pas ça, c'est l'autonomie fonctionnelle. La vraie autonomie, c'est l'autonomie de vie, c'est l'autonomie de choix. On peut être dépendant et tout à fait autonome. On peut être totalement dépendant et tout à fait autonome, c'est-à-dire qu'on est capable de faire ses choix. C'est ça qu'il faut développer. Il faut réaffirmer le droit et la liberté des personnes âgées, à la fois dans les par exemple, dans les procédures de recueil lorsqu'il y a une entrée en EHPAD, il faut avoir une procédure de recueil du consentement qui soit plus on va dire, systématique qu'il ne l'est actuellement, qu'il faut renforcer l'intégrité physique et la sécurité dans les établissements, qu'il faut lutter contre les abus de faiblesse ou les tentatives de captation d'héritage, qu'il faut renforcer la participation des personnes âgées dans la construction des politiques publiques qui les concernent. La concertation grand âge
et autonomie a été voulu par le président de la République qui avait annoncé sa volonté de mettre en œuvre une réforme permettant une meilleure prise en charge et durable du vieillissement. Le Premier ministre a donc chargé M. Dominique Libault, conseiller d'État, de coordonner cette concertation. Et je l'ai dit, le rapport a été remis fin mars à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Ce travail est un travail de grande qualité qui, sur un temps court, quelques mois, a permis une consultation large tant des personnes âgées que des professionnels et des aidants. Il s'articule en deux volets, d'une part des constats, d'autre part des propositions. Vous voyez qu'il y a eu une consultation citoyenne large à travers une consultation en ligne, plus de 414 000 participants et de nombreuses propositions. Il y a eu des forums régionaux qui ont réuni de nombreux acteurs pour faire remonter les idées et les besoins. Il y a eu des rencontres avec des personnes âgées, avec des aidants, avec des professionnels. Il y a eu un comité scientifique qui a été chargé d'identifier les axes des actions prioritaires. Et puis il y a eu des ateliers thématiques, 10 ateliers thématiques avec un certain nombre d'acteurs, dont un ici présent, puisque le professeur Gilles Berru a fait partie d'un des ateliers thématiques qui ont formulé des analyses et élaboré des recommandations. Et puis il y a eu une comparaison, un benchmark comme on dit, avec deux pays européens essentiels, l'Allemagne et la Suède, qui sont certainement intéressants parce qu'ils nous donnent des pistes et des idées d'évolution. Les constats, je les résumerai en quelques diapositives. Priorité affirmée au maintien à domicile. Attente d'une forte amélioration de la qualité de la prise en charge en établissement. Le besoin d'être chez soi en établissement, et quel que soit son lieu de vie d'ailleurs. Une demande de simplification du parcours de la personne âgée avec une plus grande égalité de traitement entre les territoires. Le système paraît complexe, peu lisible, l'offre est segmentée, en particulier en établissement, mais à domicile aussi. L'offre est segmentée, elle est complexe, avec des prestations qui sont peu lisibles, et un pilotage local qui reste encore complexe, avec des réponses trop cloisonnées, parfois mal coordonnées. Un emploi dans les métiers de l'aide qui est en forte croissance, mais une pénurie actuelle de personnel aggravée par des fortes difficultés de recrutement et je dirais même aggravée par des difficultés de personnes à aller vers les formations professionnelles qui permettent d'être un personnel soignant compétent. Manque d'attractivité lié aux insuffisances ou de la formation, mais surtout aux perspectives professionnelles, aux perspectives de carrière qui ne sont pas toujours très enthousiasmantes. Il en sort un temps professionnel auprès de la personne âgée qui est insuffisant, avec des tensions sur les effectifs et des conditions de travail qui sont vécues comme extrêmement difficiles, tant par les personnels que par les résidents et leurs familles. Les propositions, alors dans les constats aussi, je n'oublierai pas que le reste à charge, c'est ce qui a remonté de cette concertation, le reste à charge paraît maîtrisé à domicile, mais en établissement, il reste extrêmement élevé et les Français privilégieraient plutôt une couverture publique de ce risque. La prévention est mal reconnue, peu favorisée, et l'approche et l'appui des proches et des aidants n'est pas satisfaisant. Les propositions sont ambitieuses et je les ai regroupées en quelques grandes orientations. Donner du sens au grand âge en réaffirmant la citoyenneté, la dignité et le droit du libre choix des personnes âgées. Sensibiliser pour inclure la personne âgée dans la vie de la cité. Simplifier la vie des proches aidants, faciliter leur démarche, améliorer leur accompagnement, financier en particulier. Permettre à ces proches de mieux concilier leur rôle d'aidant et leur vie professionnelle. Ça, c'est une première série de propositions. J'ai regroupé aussi celle-là, garantir le libre choix de la personne âgée en construisant une offre et de soins centrés sur le domicile ou recentrés sur le domicile, développer des modes d'habitat intermédiaires pour les personnes les plus autonomes
et rééquilibrer l'offre sur les territoires et changer le regard sur les structures qui les accueillent. Vincent, juste, il vous reste 2 minutes. J'ai 2 minutes, je termine. D'autres propositions, valoriser les bonnes pratiques, former massivement les intervenants professionnels et diffuser les démarches de prévention. Je voudrais insister en conclusion sur 2 points. Des idées forces qui se dégagent à la lecture de ce rapport, c'est une politique des grands âges qui doit intégrer la transition démographique qui est inéluctable dans les 30 ans à venir. Des mesures à mettre en œuvre sur plusieurs années, mais sans oublier les mesures urgentes à mettre en œuvre dès cette année. Tout ne viendra pas de la loi, il faut un regard de l'ensemble de la société et donc des collectivités locales sur cette réalité qu'est le vieillissement de la population. Il faut que ce regard passe de la gestion de la dépendance vers la préservation de l'autonomie et de l'autonomie fonctionnelle aussi, telle que je les ai définies. Il faut aussi regarder ce qui se fait à côté de chez nous, donc un choix éclairé par les expériences de nos partenaires européens, un choix qui doit s'appuyer sur le socle d'une société inclusive qui ne laisse personne au bord du chemin, et un choix qui pourrait, parmi d'autres mesures, prendre la forme d'une assurance dépendance universelle pour couvrir les risques liés à la dépendance du fait de l'avancée en âge. Quelques points d'alerte pour conclure. Le résultat de la concertation grand âge, ce n'est qu'une étape préliminaire. Elle n'exprime que l'avis des professionnels et des citoyens. Elle ne préjuge pas d'écriture d'une loi, elle ne préjuge pas du débat qui aura lieu à l'Assemblée nationale, du débat parlementaire, du travail parlementaire. La stratégie de Ma Santé 2022 qui a été annoncée par le président de la République va déboucher sur une loi santé cette année, avant qu'une loi grand âge et autonomie ne le soit. Quelle sera la coordination entre les deux? N'oublions pas que le défi du vieillissement, ce n'est pas que la santé, mais c'est aussi d'autres problèmes que sont l'habitat, la mobilité, l'isolement et bien d'autres. On peut craindre qu'il y ait en effet un écart ou un manque de lien entre une loi grand âge et la cohérence avec le système de santé, et je n'insisterai pas sur les exemples que je vous ai proposés là. Je terminerai simplement en vous proposant par contre une phrase de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Je vous remercie de votre attention.